connaissons tous Massimo Corona. Il a été un des premiers étudiants de Lama. Donc Massimo, il est aussi, pour ceux qui ne le savent pas, sa famille a sponsorisé, a offert l'Institut Lama Tsongkhapa. Donc ça paraît très approprié de commencer avec Massimo. Et il a été un des premiers étudiants. Donc en 71, la plupart d'entre vous n'étaient même pas nés. Donc il va parler pendant un moment, peut-être jusqu'à 3 heures, et ensuite Charles viendra. Et puis il y aura Elisabeth, et la prochaine fois il y aura Alnis. Il y en a d'autres ici qui ont rencontré Lama Yeshe que je ne connais pas et qui voudraient peut-être raconter une histoire. Bon, commençons, parce qu'on est déjà en retard. Bien sûr, notre motivation est de développer la dévotion en maître afin qu'on puisse atteindre l'éveil pour tous les êtres. Bon, maintenant, vous pouvez deviner mon âge. Je ne voulais pas qu'elle dise exactement la date ou quand j'ai rencontré Lama, parce que maintenant vous avez pu calculer, vous connaissez mon âge, vous savez que je suis vieux. Oui, c'est exact. En avril 71. Et c'était au moment où le premier cours de méditation s'est terminé à Kopan. Il y avait 7 ou 8 personnes seulement. Lama Zopa avait enseigné à ce premier cours de méditation. Puis ensuite, je suis arrivé, j'ai rencontré Lama. Et Lama enseignait, givait une conférence le dimanche. Et donc, je suis allé à sa conférence et c'était incroyable parce que c'était comme s'il avait parlé de moi tout le temps, de ce qui se passait dans mon esprit, c'était trop. Et ensuite, il a commencé à donner des cours particuliers aux étudiants les plus anciens. Bon, anciens à l'époque, ça voulait dire simplement qu'ils avaient fait le cours du mois précédent, quoi, avec Lama Zopa. Et donc là, c'était le mardi et le jeudi, et c'est tout. Mais Lama, sa façon d'enseigner, c'était simplement, il enseignait de l'esprit, de comment l'esprit fonctionne, et c'était incroyable. Et ensuite, je me souviens très clairement, la première fois que j'ai eu une question à lui poser, donc il était dans la vieille Gompa de Kopan qui était à l'endroit où il y avait eu la maison de l'astrologue du roi, donc maintenant il n'y a plus rien, mais à l'époque c'était la maison de l'astrologue et Lama vivait dans une petite pièce. Au début, c'était Zina Rachevsky, vous avez entendu parler de Zina. Et donc, elle a été la première nonne de Lama Yeshe. Bon, c'est une longue histoire, mais elle avait une énorme chambre avec une cheminée et Lama était dans une toute petite pièce. Il n'avait même pas d'hôtel. Il y avait juste une petite table et un matelas par terre. Donc, j'ai dû aller pour lui poser une question et Zina était à la porte et elle était grande avec ses yeux comme Bette Davis et elle m'a regardé et m'a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Je crois que j'avais 23 ans à l'époque. Donc je lui ai dit « J'ai une question ». Et donc elle m'a dit « D'accord, fais vite parce qu'il faut qu'on aille en ville ». Et donc je suis entré et j'ai demandé « Lama, vous avez dit qu'il nous faut observer notre esprit, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui observe? Qu'est-ce qui regarde? » Et il n'a pas répondu. C'est quoi qui observe? Qui observe? Et donc il n'a pas répondu. Il avait juste 7 bols d'eau sur sa petite table de méditation. Parce que comme il n'y avait pas d'hôtel, donc les bols étaient sur sa petite table de méditation, il a pris un bol d'eau et il l'a versé dans un verre de thé qui était vide. Et ensuite, il a pris l'autre bol d'eau et il l'a versé dedans, dans le premier bol.
Et il m'a simplement demandé comment peux-tu savoir quelle est l'eau du premier bol et quelle est l'eau du deuxième. Et j'ai eu un flash incroyable. Et il m'a demandé comment peux-tu faire la distinction entre les deux eaux. Et il voulait parler plus, mais pour moi déjà c'était un flash incroyable que j'avais eu. Et donc ça m'allait et je suis sorti et à cet instant, j'ai compris qu'il était mon gourou Racine, parce que ces mots, et plus tard, de nombreuses années plus tard à la Wudo, un an plus tard à la Wudo, et je lui ai demandé comment pouvez-vous vraiment comprendre qui est votre gourou Racine, parce que en fait j'ai rencontré beaucoup de lamas de différentes écoles, j'ai rencontré à Rome le Karmapa et Kalu Rinpoche, beaucoup de lamas, et il m'a dit, bon, tous les lamas sont des Bouddhas, mais il y en a un et dont les mots sont comme une bombe atomique pour vous. Donc c'est lui votre gourou Racine. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Ces mots étaient comme une bombe atomique. Et c'est un très bon conseil pour vous tous, pour savoir qui est le gourou Racine. Ben c'est ça. Et le gourou qui, par exemple, même aujourd'hui quand Rinpoche parle de Sunyata, et même si nous avons entendu ces enseignements de nombreuses fois, et qu'on a entendu de nombreuses fois Rinpoche dire « et n'existant pas de son propre côté ». Combien de fois avons-nous entendu ou lu cette phrase « n'existant pas de son propre côté ». Mais en fait, quand il a dit ça à Vienne, je suis allé prendre l'initiation du Bouddha de médecine à Vienne il y a 2 semaines. Et Rinpoche a dit ça, et il a dit ça, et soudainement ça a ouvert une porte pour moi, comme si je n'avais jamais vu ça de cette manière-là. C'est incroyable. Donc ça, c'est vraiment quand votre gourou Racine se manifeste lui-même ou elle-même, quand les mots pénètrent vraiment à l'intérieur. Et Lama était vraiment clairement comme ça. Et ensuite, je suis allé à la Wudo, il est venu à la Wudo, et j'ai fait une retraite de Vajrasattva, la première retraite de Vajrasattva, dans la grotte de Lama Zopa avec lui et un autre Geshe Thupten Tashi. Geshe Thupten Tashi, il pratiquait la récitation mentale. Donc en 2 semaines, il a fini 100 000 mantras de Vajrasattva, ou en 3 semaines. Et moi, j'en avais fait que 10 000. Et donc, puisque lui avait terminé, on a arrêté la retraite là. Et Lama Zopa a continué, a fait une retraite de Vajrayogini. Et moi, je suis allé plus bas, à un endroit où il y a où il y a une source, et j'ai essayé de continuer tout seul la retraite. Et ensuite, Lama est venu. C'était magnifique. C'était vraiment... Et ensuite, vous savez, la chose la plus importante, quand nous avons fait le second cours de méditation en Italie, et il n'y avait pas encore cet endroit ici, le premier cours de méditation, on l'a fait dans un endroit de retraite chrétien. Parce qu'on a découvert qu'en Italie, il y a tant de centres de retraite chrétiens et ils sont toujours vides. Parce qu'il n'y a plus de vocation et plus personne n'a envie de faire de retraite. Et donc, il y a un guide avec toutes les adresses de ces centres de retraite. Et donc, on est allé dans un de ces centres de retraite près de Côme. Donc là, il y a eu le premier cours de méditation et ma mère est venue, elle a rencontré la Mayeshe. Et incroyablement, je veux dire quelque chose de très personnel, mais et donc ils étaient tous les deux debout. Et donc, Lama a embrassé ma mère sur les lèvres. Vous imaginez? Ils étaient tous les deux debout, et puis il l'a embrassé, mais c'était un geste incroyable, parce qu'ensuite, elle est tombée amoureuse de lui. Donc, le second cours, 1 an après, on a fait le second cours
dans un vieil hôtel, bon, à moitié abandonné. Hein. Et elle a invité Lama dans la maison de campagne de mes parents. Et Lama a accepté, donc on y est allé. Donc le fait qu'elle soit tombée amoureuse de lui a fait qu'elle l'a invité. Et puis donc on est arrivé dans la maison de campagne de mes parents. Et je dois dire quelque chose. Il y avait un type français, je me souviens plus de son nom, et qui avait un lien avec François, le mari précédent de Maria Torres. Donc c'était son cousin. Donc une famille française et bon très riche, et il a ouvert un compte en banque à UBS, une banque en Suisse, et donc au nom de la Mayéché. Il a mis $5000 ou un truc comme ça. Et mon père a vu la carte en fait de la banque avec le nom de la Mayéché. Et donc mon père a vu cette carte traîner sur mon bureau et immédiatement a pensé que la Mayéché était là pour le fric et que en fait son but était de récolter de l'argent auprès de ses étudiants. Et donc mon père avait toutes ces idées préconçues. Et on est arrivé à la maison de campagne de mes parents et je me souviens pas de ce que la Mayéché a dit, mais après une demi-heure, il parlait à mon père et mon père a commencé à pleurer avec des larmes qui coulaient. Et a dit d'accord, si vous voulez faire un centre en Italie, je vous aiderai. Hein. Donc c'est ça qui s'est passé. La magie, magique, totalement magique. Lama était comme ça. Il avait ce charisme qui était incroyable, une vibration. Et ensuite, c'était une maison de campagne avec des vignobles. Mon père, c'était son hobby de faire du vin et de vendre du vin. Et donc, le soir, on a dîné. Ma mère a mis un peu de vin à Lama. Et je lui ai dit, non, maman, Lama, il est moine, il ne boit pas de vin. Et Lama a dit, pourquoi Et il a fermé les yeux. Et il en a bu une gorgée. Bon, ça, c'était Lama. Et cassant complètement toutes les idées préconçues. Surtout. Il était au-delà de toutes nos idées préconçues. Qu'est-ce que je peux dire, hein? Je me souviens une autre fois, simplement quelques instants de flash, de bénédiction. En fait, je me souviens une fois, je lui parlais et j'ai dit, je viens de lire que Milarepa, il est dit dans sa biographie que quand le gourou est content, quand le gourou est content de vous, pour vous, l'éveil est proche. Et Lama a répondu, oui, le gourou, mais le gourou intérieur ne pense pas c'est pas le gourou extérieur qui doit être content, heureux, c'est le gourou intérieur. Non, vous voyez, est toujours poussé pour aller un peu plus loin. Et puis ensuite, ma dernière, quand il était à Delhi, 3 mois avant de partir, décédé, et donc il était dans une maison secrète, dans une ferme à l'extérieur de Delhi avec de l'oxygène, mais moi j'étais à Delhi, et il a demandé à me voir. Et c'est Karuna qui s'occupait de lui. Il ne voulait pas voir beaucoup d'étudiants, mais il a dit si Massimo vient, d'accord. Et il a fait un tel effort pour venir à la table et manger exactement comme comme on faisait dans le temps, et m'offrant le dîner, me demandant comment va ta mère, comment va ton père, faisant un tel effort pour être normal, même si sa douleur était terrible. Il a été dans des douleurs terribles dans sa poitrine parce que son cœur était 3 ou 4 fois plus gros qu'un cœur normal. Il avait un problème avec la valve qui ne s'ouvrait qu'à 20%. Et donc il aurait pu en fait
il aurait pu faire mettre une prothèse beaucoup d'années auparavant. C'était une opération assez ordinaire, mais il ne voulait pas qu'on tranche ici au niveau du cœur, et probablement à cause des chakras et d'autres raisons ésotériques, je ne sais pas, mais parce que s'il avait mis une prothèse quelques années plus tôt et qu'il en avait mis une en plastique, il aurait pu vivre beaucoup d'années en plus, c'est sûr. Mais à cause de l'effort que le cœur devait fournir pour pomper, parce que la valve ne s'ouvrait pas complètement, son cœur a commencé à grossir tant et à pousser sur la poitrine, pousser sur les poumons, donc il avait des difficultés à respirer. Et dans toute la poitrine, son cœur était incroyablement grand. Et ça, c'était après Ça, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Yes, so, just go back to, excuse me, leader, do I have to stop now? Or? Dites-moi, c'est notre leader, Paola, est-ce qu'il faut que j'arrête? Une autre histoire. Magical. Une magique, une des histoires magiques. Bon, déjà, le fait qu'il ait convaincu mon père, déjà, c'était assez magique, je peux te dire. C'était incroyable. Et ensuite, ils ont développé une amitié. Et il descendait parfois, il lui parlait, il lui demandait des conseils. Il demandait à mon père, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Parce que le truc d'acheter le centre ici, voyez-vous, le centre, on l'a acheté, c'était 120 millions de lire en 77. Et j'avais regardé tant d'endroits différents, mais cet endroit paraissait parfait pour plein de raisons différentes. Je ne veux pas trop allonger, mais bien sûr, j'ai envoyé des photos à Lama et il a dit ok, et c'est bon, vas-y, achète. Mais ensuite, pour tout rénover ou remettre en état, et ça a été au moins 550 millions de lire, en plus des 120 millions de lire pour acheter, parce qu'il a fallu faire le chauffage, la plomberie était à refaire, bon, c'était des travaux incroyables pendant 3 ans, y compris la petite villetta où les Geshe résident maintenant et où sa sainteté a également résidé 5 fois. Donc la villetta n'était pas encore finie, il n'y avait pas de toit, il y avait simplement les murs et c'est tout. Donc, vous savez, c'était quasiment chaque mois, il fallait que je retourne voir mon père et lui demander plus d'argent parce que les factures s'accumulaient. Et bon, parfois il était un peu énervé, mais il n'a jamais refusé, parce que je crois que Lama faisait beaucoup de prières et beaucoup de choses pour que ça arrive. Et ensuite, à un moment, je veux dire ça et après j'arrête. Pour laisser Vénérable Elisabeth. À un moment, le toit au-dessus de la Gompa était déjà terminé, mais il nous fallait faire le toit de ce côté-ci, au-dessus de ce qu'on appelle aujourd'hui la mandala room, la pièce du mandala. Bon, je crois que c'était ça, quoi qu'il en soit. Alors, on avait besoin de plus d'argent. Et mon père m'a dit, et non, là, ça suffit, va demander à quelqu'un d'autre. Et ce qui s'est passé, c'est que ma mère avait une bague en diamant, avec un diamant assez gros, un petit caillou. Et donc, elle est allée chez un diamantaire, un joaillier, elle l'a donné au joaillier, et puis en quelque sorte, elle lui a vendu. Je ne sais pas combien on a obtenu, peut-être 10 ou 20 millions de lire de l'époque.
pour terminer, pour payer ce qu'on devait faire. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que mon père est allé voir le joaillier et a racheté la bague secrètement. Et ensuite, bon, je sais pas, j'imagine probablement de nombreux mois plus tard, l'a donné. Et ma mère qui était toute contente, et quelqu'un est venu acheter la bague, et en fait c'était mon père qui l'avait acheté. Bon, maintenant il y a tant d'années qui sont passées, 45, 46 années, et depuis le début. Et pour moi, je vois Lama Zopa Rinpoche et Lama Yeshe comme un. Dans mon esprit, ils sont un. Ils apparaissent différemment, mais pour moi, ils sont un. Pour moi, j'ai pas aucun problème pour me dire il était mon gourou Racine, maintenant il n'est plus là, et c'est Lama Zopa. Non, pour moi, ils ont toujours été identiques, toujours ensemble. Et depuis que Lama Zopa avait, je crois, 16 ans à Buxar, mais quand ils se sont échappés, bon, Rinpoche parle de Buxar 2, où ils ont vécu 8 ans, et donc il en parle tout le temps, et 8 ans dans cet ancien camp de concentration de l'époque coloniale anglaise, et où Mahatma Gandhi et Nehru ont été en prison. Hein? Quoi qu'il en soit, et depuis cette époque, ils ont toujours été ensemble, et pour moi, il n'y a pas de problème à propos de qui est le gourou Racine. Hein? Bon, Elisabeth était là-bas aussi, hein, au tout début. Hein? Ouais. Ah, bon, mais faut que tu te lèves. Hein? Okay. She has a bit of a French accent, though, you know. Elle a un petit accent français, ouais. Hein? Oh yeah, she is. Well, okay. Yeah, she is the founder of Vajrayogini Institute. Elle est la fondatrice de l'Institut Vajrayogini. Hein? Qui est aussi un des grands centres. Hein? Donc j'ai rencontré les lamas un peu plus tard que Massimo, puisque je suis arrivé à Kopan en 1974. Au 7e cours de Kopan, Zina était déjà dans les montagnes, et je crois qu'en fait elle était déjà morte. Donc je suis arrivé pour le cours de novembre. Mon anglais n'était pas trop bon, donc je demandais toujours aux gens qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. Et particulièrement ce mot shaking, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Lama Zopa est enseigné chaque jour sur les royaumes inférieurs, donc c'était une bonne introduction. Je ne connaissais rien au bouddhisme. Et soudainement, un soir, Lama Yeshe est entré dans la pièce. Il a commencé avec Tayata. Exactement comme ce qu'a dit Paola ce matin, avec sa voix très grave. Et donc j'étais si surprise, j'étais vraiment frappé. Hein? Et j'ai eu le sentiment que ça allait changer ma vie. Et donc lui, quand il s'asseyait sur le trône et qui claquait des doigts de manière très forte, habituellement les lamas le font discrètement quand ils pensent à la vacuité en s'asseyant, mais lui le faisait de manière très forte. Et donc je suis allé voir Lama Yeshe,
Et j'ai pensé, donc je lui ai demandé l'ordination, mais il m'a dit d'accord, mais il faut que tu aies la permission de tes parents. Donc j'ai été très surprise parce que j'avais 24 ans. Donc pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'avoir la permission de mes parents? Et en fait, il demandait ça à tous les aspirants. Hein. Et donc j'ai écrit à mes parents qui ont pensé que j'étais folle. Quoi qu'il en soit, la Mayeché a dit d'accord. Donc j'ai organisé l'ordination, donc j'ai été ordonné. Et donc, c'est l'époque où ce que disait Rinpoche hier ou avant-hier, que il y avait comme une explosion de la Sangha. Il y avait beaucoup d'Occidentaux qui vivaient là à Kopan, des moines et des nonnes qui vivaient là comme frères et sœurs. Et la Mayeché et la Mazopa étaient tout le temps là. Il n'y avait pas de centre en Occident. Donc la Mayeché et la Mazopa étaient là au moins 9 mois par an. Et puis, ils passaient un mois à la Wudo. Donc, on avait les lamas pour nous, avec nous, et ce qui était vraiment, vraiment super. La Mayeché nous enseignait, la Mazopa nous enseignait, ils mangeaient avec nous. Et à l'époque, on pensait que ça durerait toujours. C'était vraiment une très, très belle communauté. On vivait dans la maison de l'astrologue dont parlait Massimo. Et donc, on faisait des pujas le matin. Et Dorcheux. Ensuite, on avait petit déjeuner ensemble. Ensuite, on travaillait ensemble en éditant des textes, en jardinant, en enseignant. On recevait des enseignements de la Mayeshi ou de la Mazopa, l'un ou l'autre. La Mayeshi était beaucoup avec nous. Il aimait beaucoup sa sangha ordonnée. Il nous demandait toujours, et il nous disait toujours que l'objectif de l'ordination, c'était de servir. Donc, servir, c'était ses mots. Donc, il nous fallait servir les laïcs. Et ce qui est bizarre, parce que aujourd'hui, quand on va à Kopan, on voit des laïcs qui servent la Sangha, mais à l'époque, c'est la Sangha qui servait les laïcs. Et quand il y avait des cours, donc il y avait beaucoup de gens qui venaient pour les cours d'une semaine, d'un mois, mais nous devions cuisiner et servir les laïcs. Ce qui était super en fait. Hein. Et un mois par an, on allait à la Udo pour faire des numnais. Et l'été, pendant la saison des pluies, il fallait qu'on fasse des retraites. Et souvent, la Mayeché et la Mazopa venaient avec nous pour méditer. Ensuite, les lamas ont commencé à être invités en Occident. Et notre vie a commencé à changer parce que on était de beaucoup de nationalités différentes. Et ce que la Mayeché voulait, c'était d'établir des centres en Occident. Donc, et grâce à ces centres, quand les étudiants allaient rentrer en Occident après Kopan, ils pourraient continuer à étudier, à méditer. Donc, un par un, on a commencé à être envoyés en Occident, ce qui a été un grand bond, et au moins pour moi. Et à cette époque, j'ai rencontré un type qui s'appelait Denis, qui a été le second directeur de l'Institut. Je traduisais pour lui le 8e cours de Kopan et il est devenu mon sponsor et la Mayeché m'a dit de retourner en France. En fait, j'étais la seule française. Et il m'a dit de retourner en France et d'organiser des cours. Donc j'avais aucune idée sur comment faire, comment procéder, donc je suis retourné en France. Et j'ai reçu beaucoup de conseils de la Mayeshi. D'abord il m'a dit je veux que tu lances le bouddhisme français en France. J'avais aucune idée de ce que ça pouvait vouloir dire, le bouddhisme français. Donc la première fois qu'on l'a invité, ça s'est passé à la Sainte-Baume, qui est un très beau monastère chrétien. Donc, comme le racontait Massimo, nous non plus, comme il n'y avait pas de centre, mais il y avait beaucoup de centres de retraite chrétiens. Et donc on a commencé à organiser ce premier cours à la Sainte-Baume. Parce que Denis avait un terrain proche de Marseille qu'il voulait nous donner. Donc les lamas étaient très excités à l'idée de visiter ce terrain. Donc on est allé là-bas pour louer l'endroit, Sainte-Baume. On a organisé le cours.
Et Tsong Rinpoche est venu, il y a eu 350 personnes. Et puis j'ai fait un discours sur l'idée de lancer un centre en France pour la Mayeshe et la Mazopa. Et puis il y a au moins 10 personnes qui se sont levées et qui ont dit moi je veux être de l'histoire du projet. Hein. Et certains d'entre eux sont toujours à l'Institut Vajrayogini aujourd'hui. Et donc on est allé visiter le terrain de Denis, mais on n'a pas obtenu les permis de construire, et donc on a commencé à chercher, on a visité beaucoup d'endroits. Et donc la Sainte-Baume c'était en 78, en 79 il y a eu un second cours à Viviers, la Mayeshe et la Mazopa ont enseigné là-bas. Et donc on a décidé de vendre le terrain de Denis et avec l'argent d'acheter un nouveau bâtiment. Et la Mayeshe m'appelait tout le temps et me demandait comment ça se passe parce que j'avais 2 chevaux, une Citroën, et donc je parcourais la France, la campagne, à visiter des endroits. Et la Mayeshe voulait un endroit qui soit pas trop loin d'une grande ville, pas trop loin d'un aéroport. Et qu'il soit facile d'accès. Et il avait cette idée que la communauté puisse être autosuffisante avec un potager et où les laïcs, où des familles pourraient vivre, où la sangha pourrait vivre. Donc avec ce format en tête, j'ai visité beaucoup d'endroits et j'ai trouvé le château d'Enclosane et où on a créé l'Institut Vajrayogini. J'ai envoyé une photo du château à Lama et Lama a beaucoup aimé et a dit achète. Hein, et donc on a acheté cet endroit. Et avant d'acheter cet endroit, peut-être avez-vous entendu parler de Manjushri Institute, de l'Institut Manjushri en Angleterre. Donc l'Institut Manjushri avait été le premier centre à être acheté en Europe, en fait, peut-être dans le monde pour la FPMT. Et donc un geshe y avait été envoyé, Geshe Kelsang Gyatso, et donc il y a des problèmes qui se sont élevés à propos de la pratique de Shugden. Peut-être vous en avez entendu parler. Bon, je ne vais pas parler trop de ça, mais parce que c'est plutôt une affaire tibétaine. Mais et Geshe Tekshok vivait là-bas et avait été envoyé par Lama, était un vieil ami de Lama, qui avait aussi été à Buxar. Donc Geshe Tekshok a décidé de quitter Manjushri Institute à cause de ce problème de Shugden, qui est pratique avait été prohibée par sa sainteté. Et donc Lama m'a appelé et m'a dit bon, il faut que tu trouves un endroit pour les laïcs, mais il faut aussi que tu trouves un endroit pour la sangha, pour les monastiques. Donc déjà c'était dur et déjà c'était dur de trouver un endroit pour les laïcs et maintenant il fallait trouver un endroit pour les monastiques. Mais bon, la Mayeshe, lui, il savait que j'étais celle qui avait le karma de trouver cet endroit, donc j'ai acheté l'Institut Vajrayogini, le château d'Enclosane, un endroit qui avait appartenu à la famille du peintre très célèbre. Donc on a discuté avec la famille, etc. On a acheté l'endroit. Et puis l'histoire de Shugden devenait très forte à Manjushri Institute et puis il y avait des problèmes de visa au Népal, donc beaucoup de sanghas ne pouvaient plus rester au Népal. Donc il y avait beaucoup de sanghas qui faisaient le programme de Geshe et il y en avait une vingtaine qui étaient au Manjushri Institute. Donc la Mayeshe se faisait beaucoup de soucis pour toute cette sangha qui devait bouger et changer d'endroit. Donc je ne savais pas comment trouver l'endroit pour acheter un endroit pour les monastiques. Mais la Mayeshe savait que j'allais trouver un endroit pour les monastiques s'il me mettait la pression. Et puis un jour, il y a eu ce feu dans l'aile ouest du château. Et la Mayeshe m'a dit, et tu vas voir, tu vas obtenir de l'argent de ce feu, c'est de la purification.
Et bon, purification, et bon, et c'était une telle histoire, les pompiers, la police, beaucoup d'enquêtes. Ça a été un moment très difficile à passer, mais j'ai commencé à chercher un endroit pour les monastiques avec et l'argent de l'assurance, et c'est comme ça que le monastère Nalanda est arrivé. Lama est venu visiter les deux endroits et a dit ah, tu vas acheter tous les châteaux en France, hein? Donc au début, le monastère Nalanda devait être pour les nonnes, et puis j'imagine que la Mayeshe m'avait dit ça parce que je sois plus motivé dans la recherche, mais bon, finalement, et ce qui s'est passé, c'est que les moines étaient beaucoup plus motivés que les nonnes pour vivre là-bas. Et très souvent, la Mayeshe m'a dit Nalanda va être le soleil pour le centre, comme le soleil qui va briller tout le temps pour l'Institut Vajrayogini. Donc c'est à peu près tout. J'ai juste noté quelque chose. Yes. À chaque fois que la Mayeshe venait en France, une chose qu'il aimait beaucoup faire, c'était de visiter les supermarchés. C'était très surprenant pour moi parce que le supermarché, c'est le temple de la consommation, mais et dans ses enseignements, il parlait beaucoup de nourriture. En Amérique, il parlait de cheesecake, en Italie, il parlait de mozzarella. Et en France, tant de fromages, des centaines de types de fromages différents. Et le vin. Bon, il n'a jamais goûté de vin devant moi, mais je ne sais pas s'il en a goûté. Mais bon, il m'a dit oh, la même couleur que la robe des moines, très belle couleur. Mais bon, il était très curieux de la culture du pays et ça revenait dans ses enseignements. Et puis il voulait vraiment que les directeurs soient très propres, que les hommes portent des cravates et que les femmes soient très propres. La Sangha était très propre. Il a mis toutes ses nonnes au régime, Robina, moi-même, etc. Parce qu'il voulait qu'on soit respecté, qu'on soit respectable. C'était très important pour lui. What? He used to buy Jackie's clothes. Il avait l'habitude d'acheter des vêtements pour Jackie, sa secrétaire. Hein? Charles. Sorry for my bad English. Bon, désolé pour mon anglais, mon mauvais anglais. Désolé pour mon mauvais anglais. I came very later in Dharma. Bon, je suis arrivé bien après les autres dans le Dharma, après Massimo et Elisabeth. Et j'ai rencontré la Mayeshe à Copan en 1980. Et ensuite, on est allé à Laudo faire des Nyungne. On est allé y faire 2 Nyungne. Et puis, il y a quelques personnes qui se sont plaintes un peu, parce que Laudo, c'est dur. C'est difficile. Et donc, ils ont demandé à faire une pause entre les 2 Nyungne. Et la Mayeshe a dit, oh, c'est pas un camp de vacances ici. Après les Nyungne, et habituellement, les gens là-bas et dans la région de Laudo attendaient les lamas pour leur rendre hommage. Et avec un de mes vieux amis canadiens, Robert, bon, pour différentes raisons, mais on ne voulait pas trop...
on ne voulait pas s'accrocher au basque de lama, et puis également on était attiré par le fumet des pizzas de Katmandou, donc on voulait se dépêcher de retourner à Katmandou. Donc on s'est dépêché de retourner à Katmandou directement après les Nyungnais. On a marché très vite. Ensuite, après peut-être 1 ou 2 heures de marche, on courait presque. On a traversé un petit village. Et soudainement, on voit de peut-être à 200 ou 300 mètres un moine. Un moine. Au début, bon, il nous fait des signes de la main. Au début, on ne le reconnaît pas. En fait, c'était Lama Yeshe. En fait, c'était physiquement, c'était impossible. Donc, on a eu un peu de doute. Mais il nous faisait des signes de la main. Venez, venez. Et ensuite, il nous a invités à boire un chai. Donc, on y va. On n'était que 2, hein, Robert et moi. Et je ne me souviens pas exactement ce qui s'est passé dans le chai shop. Et ensuite, comme l'a dit Massimo, Mayeshe avait de gros problèmes de cœur. Donc même si, pour marcher de Lawudo à Katmandou, donc parfois ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Et donc, mon ami Robert portait un parapluie, donc parce qu'il nous a demandé de marcher avec nous. Et donc Robert portait un parapluie pour le protéger du soleil. Et après un certain temps, Lama a eu beaucoup de difficultés à marcher. Et donc simplement quelques heures. Et donc moi je voulais simplement encourager Lama à marcher. Moi j'avais été infirmier dans le passé. Donc il nous restait 20 mètres à faire pour arriver en haut d'une colline. Et Lama s'est arrêté, et puis vraiment avec un signe de souffrance, de douleur. Et moi, un garçon stupide, et j'ai dit à Lama, mais il ne reste que 20 mètres. Lama, seulement 20 mètres. Faites l'effort. Je voulais simplement l'encourager. Et il m'a fait un regard là, vraiment profond comme Lama Yeshe pouvait le faire. Et donc, mais bon, il a dit ok, on fait les 20 mètres. Et en haut de ce petit promontoire, il y avait un gros rocher. Et Lama. Et c'est posé contre le roc. Hein? I don't know how can you say that. Anti-life, I mean still anti-life. Or Black Lama will say Kaka life. Et donc à ce moment-là, ma vie était vraiment toujours vide, comme Lama aurait dit, une vie de caca. Mais j'avais toujours ce sentiment fort en moi de un peu de désespoir, hein, un peu de. Hein? Et juste à ce moment-là, le pouvoir du lien avec le gourou, il y a quelque chose qui s'est ranimé à l'intérieur, qui est redevenu vivant. Bon, je crois que c'est rien de spécial, hein, c'est simplement une personne, mais simplement pour vous dire le pouvoir incroyable de la compassion du gourou. Parce que moi, j'avais rencontré Lama Yeshe peut-être qu'une seule fois à Kopan, simplement quelques jours, où il donnait des cours, mais je ne l'avais jamais rencontré personnellement. Et pour moi, plus important que les manifestations, que la manifestation magique, que le fait qu'il soit manifesté magiquement, et bien plus important, c'est le pouvoir de sa compassion, de s'occuper d'un garçon stupide qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Et simplement, parce qu'une fois, Lama Yeshe a dit à une personne qui lui posait une question sur ses engagements,
are working all the day for people. Et Lama Yeshe, et la personne a demandé à Lama Yeshe, comment est-ce que vous pouvez tenir vos engagements de pratique, parce que vous travaillez toute la journée pour les êtres. Et Lama Yeshe lui a répondu, et mon engagement, c'est vous. Donc, compassion totale tout le temps. Also, one time, Lama Yeshe spoke. Également, une fois, Lama Yeshe a parlé de la dévotion au gourou, et il a dit, quand vous êtes devant votre gourou, 100% soup in your head. et Said, and you can feel Et à 100%, vous pouvez ressentir dans votre cœur que cette personne devant moi, mon gourou, est là pour moi, seulement pour moi, entièrement pour moi. Simplement ça. for me that Pour moi, c'est le pouvoir le plus magique du lama, c'est ça en fait. Et j'ai raconté cette histoire à Lama Hossel quand il est venu à l'Institut. Et Lama Hossel m'a dit, Lama Yeshe was doing things like that. et il m'a dit, oui, Lama Yeshe faisait des choses comme ça. Et un jour, Lama Hossel, I don't know, maybe American girl disciple of Lama Yeshe et une disciple américaine de Lama Yeshe, in Nepal, maybe is a place since long time. et donc ça faisait longtemps qu'elle habitait au Népal, Et- et elle en avait marre de boire du thé tibétain ou du chai, et elle avait vraiment envie de Coca-Cola. Elle avait une tasse de thé devant elle, et Lama Yeshe a mis son doigt dans la tasse, et c'est devenu du Coca-Cola. Lama Hossel m'a raconté cette histoire. Hein? I think the most important is not that we are able to drink Coca-Cola in Mais bon, je crois que le plus important n'est pas qu'on puisse boire du Coca-Cola dans la montagne au Népal. what can save us. Ce qui peut nous sauver, c'est la dévotion. We talk about that with Thierry. Et on parlait de ça avec Thierry. Like I'm sorry, maybe I'm not supposed to speak about Un peu désolé, peut-être que je ne suis pas supposé parler autant. Lama is expressing his teaching. Lama, simplement, He don't care about if people think he's completely crazy. dans ses enseignements, il peu lui importer que les gens soient complètement fous. Hein? Non, peut lui importer que les gens pensent qu'il était complètement fou. Et parfois, il faisait des sons bizarres, et tout ce qu'il souciait, c'était nous. Hein? Touched by that. Et donc, No intellectual et forcément, nous allons être touchés par ça, parce que bon, c'est pas des choses intellectuelles qui vont nous permettre de changer. Bien sûr, on a besoin de l'intellectuel, mais ce qui se passait, c'est que Lama Yeshe, sur cette montagne, quelque chose a touché mon cœur, et mon cœur qui se sentait vide et presque mort et brisé. Hein. Et donc, il n'y a pas eu besoin d'un enseignement intellectuel hein, pour me changer l'esprit là. Guru devotion is C'est pourquoi la dévotion au gourou est si importante, si précieuse. because it's not ordinary mind. Parce que c'est pas un esprit ordinaire, Completely. et quelque chose de complètement. It's a spark of C'est une étincelle de quoi que ce soit qu'on l'appelle éveil. Simplement parce que il y a certains êtres comme Lama Yeshe. difficult to walk on that mountain. Pour lui, c'était difficile de marcher sur cette montagne. Et sa sainteté une fois a dit, Bodhisattva manifest like a pig, to et un bodhisattva s'était manifesté comme cochon pour aider les êtres. seems pig. He is pig. Then he Et was c'est pas qu'il est vu was eating caca. comme un cochon, il est un cochon. C'est les pieds dans le caca et il mange de la merde. Mais il est là comme cochon pour les êtres. In any kind of Et donc, de la même manière, sa sainteté disait que le lama apparaît pour nous sous n'importe quelle manifestation, mais quelle que soit la manifestation, simplement pour nous permettre de toucher à quelque chose qui est au-delà de... Hein? Vous savez. So fortunate. C'est pour ça que, comme Lama l'a dit, nous sommes si chanceux et de rencontrer Lama précieux. C'est incroyable. Hein, désolé. Hein? Dedication, yes, it's true. Good.
sommes pas seulement quelques êtres humains à souffrir ici dans cet univers, mais il y a tant d'êtres qui sont complètement perdus dans cette souffrance, dans cette vie de souffrance, sans aide, sans dharma, sans maître, sans lama. Et tous ces êtres ont été si bons avec nous. Ils nous ont donné la vie de nombreuses fois, ils nous ont protégés. Et très souvent, ils ont accumulé beaucoup de karma négatif pour nous. Et comme le dit le 7e Dalai Lama, tous ces êtres sont partie de mon cœur aujourd'hui, pas séparés. Donc c'est pour ces êtres. Ce que nous faisons ici, tous ensemble, c'est pour ces êtres. Parce que nous sommes si chanceux d'avoir rencontré le Lama. Et donc nous devons dédier toute notre énergie pour que tous ces êtres, rapidement, trouvent également un maître, le Dharma, et puissent aider dans cette vie et dans toutes les autres vies. Donc on est en pause jusqu'à 4 heures. Mais là, je ne venais pas parler. Je n'ai rien dit. Non, mais tu sais, je l'ai entendu commencer parce que. Non, mais là, Il ne peut pas y aller.